Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité dans le domaine spatial avec Clémence Poirier. Bonjour Clémence. Bonjour. Et Julien Hérault. Bonjour Julien. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Et bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors en préambule, Clémence, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, donc je suis Clémence Poirier, chercheuse à l'Institut européen de politique spatiale à Vienne, en Autriche. Julien ? Je suis expert senior en cybersécurité spatiale au CNES, donc l'agence spatiale française, depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, et avant j'étais dans le secteur privé, essentiellement l'industrie manufacturière. Alors en premier lieu, un point de terminologie, quels sont les termes à connaître lorsque l'on parle de cybersécurité dans le domaine spatial ? Alors, la cybersécurité spatiale, ça couvre un vaste domaine, puisque pour avoir des missions spatiales, que ce soit des missions de télécommunication, d'observation de la Terre ou d'exploration de l'univers, il nous faut énormément de moyens. Il nous faut tout d'abord un objet qui vole, un véhicule. On appelle ça le segment bord, le segment spatial. Donc ça peut être constitué d'un satellite, de plusieurs satellites, de sondes, de rovers, de lanceurs, de ce qu'on veut. Ces véhicules ne sont jamais tout seuls, donc on communique avec eux par des liaisons. À partir de stations ou de relais, et ces stations sont reliées à des centres de contrôle, ce qu'on appelle le segment sol, centres de contrôle qui vont contrôler le véhicule ou qui vont contrôler la mission, et enfin les utilisateurs, évidemment, ce qui est le plus important, c'est la mission. Et donc les utilisateurs, le segment utilisateur, que ce soit un modem pour se connecter à un satellite et accéder à Internet, ou un segment de réception d'images, par exemple, quand on fait de l'observation de la Terre. Alors, on parle aussi de New Space et de Old Space. De quoi s'agit-il ? Donc le New Space, c'est souvent ce qu'on appelle l'émergence de nouveaux acteurs privés, de start-up dans le secteur spatial. On parle souvent de SpaceX, mais c'est pas que ça. C'est aussi des nouveaux États qui développent des capacités spatiales, des acteurs non étatiques qui utilisent l'espace et développent des applications. C'est aussi des nouveaux business models, des nouveaux modèles de commande publique, en passant de contrats dits cost plus, qui sont des contrats d'achat avec un cahier des charges très détaillé, une supervision très forte, un transfert de propriété pour ce qui était le cas des grands programmes de la NASA. Et aujourd'hui, on va plutôt vers des contrats de services où l'État se procure des services auprès des entreprises commerciales sans acheter un système unique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau et assez structurant dans le phénomène New Space. Le New Space, c'est aussi des nouveaux investissements privés avec l'entrée de fonds de capital risque, de levée de fonds dans des startups, des financements publics et autres modèles de financement qui sont issus du monde de la tech. C'est aussi des nouveaux marchés, y compris dans d'autres secteurs comme l'énergie, l'automobile, l'industrie pharmaceutique. Et c'est aussi des nouvelles applications avec l'émergence d'un marché aval. Et le New Space, enfin, c'est aussi des nouveaux moyens de production avec une tendance à la verticalisation, l'intégration de nouveaux processus de fabrication qui viennent du secteur du numérique. Et donc forcément, toutes ces pratiques, elles amènent une digitalisation des systèmes spatiaux qui sont des sortes d'objets connectés avec des protocoles IP, des liens intersatellitaires et qui ont plus en plus de composants logiciels. Donc forcément, ça génère des risques cyber et on observe également une digitalisation de toute la chaîne de valeur et du processus de production et pour entretenir les liens entre les sous-traitants qui sont totalement digitalisés aujourd'hui aussi. Donc ça génère également des risques cyber. Et une petite question, est-ce que n'importe qui peut aller dans l'espace ? Comment ça marche en fait pour dire qu'on va envoyer les satellites dans l'espace ? Alors, il faut un opérateur de lancement déjà. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut savoir combien de kilos. Généralement, c'est au kilo qu'on achète le lancement. Donc, on se regroupe quand on n'a que quelques kilos envoyés. On se regroupe avec d'autres opérateurs
opérateurs. Quand on veut envoyer des gros satellites, généralement on peut arriver à être tout seul, notamment dans le cas des satellites géostationnaires de télécommunications ou tout ce qui est exploration de l'univers. Souvent on a des gros véhicules, donc là c'est des lancements dédiés. Et ensuite, il faut, pour la plupart pour les pays qui sont les plus matures, des licences. C'est-à-dire demander l'autorisation au pays pour pouvoir lancer son satellite, exploiter le satellite, parce que généralement, c'est la nationalité de l'opérateur du satellite, c'est le gouvernement ou l'État dont dépend l'opérateur du satellite qui est responsable des agissements. Donc si le satellite cause des ennuis à un autre ou s'il retombe sur Terre avec des dégâts, c'est l'État qui a lancé ou l'État qui opère qui sera responsable. Donc il y a des États qui contrôlent, d'autres moins. Et on commence à voir de plus en plus de la prise en compte dans la délivrance de ces licences ou l'autorisation de lancement, des contraintes, notamment cybersécurité, avec des exigences qui arrivent. Premièrement, pour l'innocuité vis-à-vis du lanceur ou des autres passagers du lanceur, ça commence à arriver. On interdit à certains satellites d'émettre, par exemple, avant d'être lâchés. Ou après, pour les opérations et toute la vie du satellite, on commence à exiger certaines mises en place de mesures qui répondent à une menace, qui est de plus en plus prégnante. Donc on cherche à se protéger du détournement de satellites, de la prise de contrôle ou d'autres scénarios dont on va pouvoir discuter. Une autre préoccupation aussi qui est importante, mais qui n'est pas vraiment de la cybersécurité, c'est la création de débris. L'espace est un environnement finalement fini et restreint. On a peu d'orbites exploitables pour la Terre, et donc il faut éviter de les polluer pour ne pas les rendre inutilisables. Donc on s'assure aussi qu'il y a des mesures de désorbitation en fin de vie qui sont prises, et d'autres mesures de sûreté, j'allais dire, de fonctionnement tout au long de la vie du satellite pour éviter qu'on crée des débris inutilement. Alors, comme en cybersécurité, on voit qu'il y a des pays qui ont des législations variées, qui sont plus ou moins bienveillants avec certains de leurs pirates informatiques, enfin, surtout quand ils vont dans le sens de leur gouvernement. Est-ce que dans le spatial, on va avoir des pays qui vont être aussi beaucoup plus cool pour que des privés aillent faire un peu ce qu'ils ont envie ? Alors, on observe une évolution de la menace et un accroissement des menaces. On observe en parallèle une militarisation croissante de l'espace, donc c'est-à-dire l'utilisation du spatial pour des besoins militaires sur Terre. C'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est très ancien, ça date du début de la conquête spatiale. Et il y a aujourd'hui un phénomène qui est beaucoup plus émergent, plus récent, qui est l'arsenalisation de l'espace, qui désigne le placement et l'utilisation d'armes dans l'espace, donc dans l'environnement orbital. Et de ces dernières années, on observe un certain nombre de phénomènes dits hostiles ou inamicaux qui restent sous le seuil du casus belli, donc des approches malveillantes, des engins hypermanœuvrants, de la guerre électronique, des cyberattaques, des aveuglements. Et ça se passe en parallèle d'une militarisation accrue du cyberespace avec un nombre d'acteurs qui est toujours plus diversifié. En revanche, quand on regarde les différents acteurs, les groupes de hackers ou les États-nations, il n'y a pas spécialement de groupes qui sont spécialisés dans le ciblage des systèmes spatiaux. Il y a certains groupes qui vont de manière régulière viser des systèmes spatiaux ou des infrastructures critiques. Mais de manière générale, on observe assez peu d'acteurs qui sont spécialisés là-dedans. Et parfois, les hackers relatent leurs faits d'armes sur des chaînes Telegram ou des forums. Et souvent, ils expliquent que peut-être que c'était la première fois qu'ils allaient pirater un satellite et que c'était un système assez nouveau auquel ils sont pas forcément habitués, assez difficile à comprendre pour eux, un peu différent. Donc, il n'y a pas forcément une tendance spécifique liée au spatial. Après, évidemment, il y a des États qui vont avoir une organisation assez particulière avec les hackers et qui vont soit donner des cibles à abattre, soit payer des groupes pour cibler des systèmes spatiaux ou d'autres systèmes sur Terre. Mais c'est pas spécifique au secteur spatial, je pense. Alors moi j'ai une question. Qui lance des fusées aujourd'hui ? Je sais qu'il y a les Américains.
les Européens, mais essentiellement la France, les Indiens, les Chinois. Est-ce que la Corée du Nord a la capacité à dépasser la stratosphère aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre que la technologie pour faire des fusées, donc des lanceurs, c'est la même technologie que les missiles balistiques. Donc qui fait des fusées, fait des missiles et inversement. Donc la Corée du Nord développant son programme nucléaire, elle développe également ses capacités de lancement, mais c'est pas totalement au point pour le moment. Et en matière de cybersécurité, est-ce qu'il y a des protocoles spécifiques qu'on peut, par exemple, comme on peut par exemple rencontrer dans le domaine industriel ? Alors oui, il y a énormément de protocoles et de technologies qui ont été développés spécifiquement au spatial, essentiellement pour répondre aux problématiques d'accès et de l'environnement, répondre à l'éloignement premièrement. Donc on a des temps de communication et de propagation de signaux qui sont conséquents, et on a des ressources qui sont très faibles à bord, notamment pour tout ce qui est crypto. Donc des protocoles spécifiques ont été designés, spécifiés et standardisés après de nombreux tests entre agences. Donc on peut citer notamment le Consultative Committee for Space Data System, le CCSDS, qui fait la plupart des protocoles qui assurent l'interopérabilité entre missions, quand on est plusieurs agences sur la même mission. On a son pendant européen qui est le CSS, et puis ça accompagne un peu le mouvement du New Space. L'ISO a des groupes de travail maintenant en cybersécurité spatiale. L'I3E aussi en a un, et ce sont actuellement alors le plus rapide et le plus actif, c'est l'I3E. L'ISO, CCSDS continue toujours. En cybersécurité, ce qu'on a spécifiquement, c'est sur le chiffrement des liaisons bord-sol, avec notamment la spécification de chiffrement symétrique entre le sol et le bord, et entre deux véhicules, en intervéhicule. Généralement, on a des modes un peu pas particuliers par rapport à ce qu'on fait au sol, mais qui sont restreints. Donc on a un mode pour authentifier, un mode pour chiffrer, et un mode pour assurer l'intégrité d'une communication. Ces modes-là, évidemment, peuvent être combinés. Globalement, on utilise de l'AES pour ceux qui sont à jour, dans des modes qui ont été spécifiés tout simplement pour assurer la compatibilité. Ce qu'on a peu actuellement, c'est de protocoles d'établissement de clés et de chargement de clés une fois que le satellite est en vol. Généralement, les clés de session, les clés maîtres sont chargées au sol, ce qui apporte beaucoup de problèmes, parce que une fois que le satellite a ses clés, il est vulnérable parce qu'il est dans le lanceur, et généralement on n'y a plus accès. Donc là, c'est un scénario qui est pas mal pour les malveillants. Et puis les clés, du coup, c'est une ressource limitée. Donc là, on travaille beaucoup sur l'établissement de clés, le keying over the air, le renouvellement de clés, la gestion de clés, et la multiplication des véhicules au sein d'une même mission ou des éléments nous pousse aussi à aller vers de la crypto asymétrique, ce qu'on n'a pas actuellement dans le spatial, puisque gérer des couples de clés entre chaque élément d'une constellation de plusieurs milliers de satellites, voire de composants, parce que parfois les satellites sont décomposés en sous-systèmes, les charges utiles communiquent entre elles, les plateformes qui hébergent ces charges utiles communiquent aussi entre elles. Donc il faut en plus plusieurs jeux de clés dans les satellites, et tout ça rend impossible quand on a plusieurs milliers d'hôtes dans le réseau. Donc il nous faut absolument de la symétrique, et ça, c'est des travaux qui sont en cours. Et puis enfin, pour la miniaturisation, on a aussi énormément de travaux sur la crypto légère, avec un suivi et notamment en post-quantique aussi, évidemment, avec un suivi des travaux du NIST en ce moment et de portage dans le domaine spatial. Et est-ce qu'on observe des vulnérabilités sur des protocoles spécifiques en dehors des algos de chiffrement que tu as évoqués ? Alors, la principale vulnérabilité qu'on observe, c'est l'absence de chiffrement. Il y a quand même beaucoup d'opérateurs qui partent sans rien, qui partaient sans rien. Maintenant, c'est quand même relativement courant. Puis on a des implémentations qui sont open source, de ces piles protocolaires. Donc la NASA a la sienne sur GitHub. Alors elle n'est pas complète, mais elle existe. Nous, on réfléchit à la nôtre. L'ESA a la sienne aussi, qui est disponible sur un dépôt qui leur appartient et qui est restreint, mais c'est accessible.
Donc ouais, la première vulnérabilité, c'est de pas en avoir. La deuxième, c'est d'en avoir, mais alors le satellite ou l'objet qui vole est relativement bien protégé de par son isolement, et puis parce que c'est quand même, on revient à la problématique de l'industriel. Il faut quand même le comprendre, le satellite, pour pouvoir l'opérer, le détourner, etc. Non, la vulnérabilité principale, elle est au sol quand même. Ça reste les systèmes de contrôle, les centres de contrôle, les centres de mission, les centres d'utilisateurs. Ce sont nos principales vulnérabilités parce que c'est de l'IT, tout simplement. Alors on retombe dans des considérations purement de cybersécurité informatique, sachant que peut-être la différence, c'est que nous, quand on fait un système, il accompagne la mission sur toute sa durée de vie qui peut être de 15 ans. Donc un temps de développement, moi j'ai connu des missions qui mettaient 10 ans à être développées et qui devaient voler 15 ans. Donc vous avez une durée de vie de 20 ans de système à peu près. C'est rare qu'on fasse un refresh complet. Donc on a des enjeux de maintien en conditions de sécurité, de gestion des vulnérabilités. Alors parfois on préfère connaître une vulnérabilité et savoir qu'elle est là et bien la gérer, bien la surveiller, plutôt que, notamment sur un satellite, d'aller la corriger avec tout ce que ça peut avoir comme conséquences opérationnelles, on n'aime pas trop modifier ce qui vole, redémarrer un satellite alors qu'il vole, surtout quand il a quelques années, qu'il a déjà subi pas mal de radiation. Donc il y a énormément de contraintes liées à l'environnement, liées aux technologies qui sont parfois propriétaires, même largement propriétaires, la limitation des ressources, et tout ça fait qu'on n'est pas trop mature dans les pratiques de cybersécurité, mais ça vient. Et pour compléter, il y a un doctorant de l'université d'Oxford, James Pavur, qui expliquait que les radiations dans l'environnement orbital et l'hostilité naturelle de l'espace avec les tempêtes solaires, etc., peuvent induire des retournements de bits aléatoires dans le stockage des clés de chiffrement. Et il explique aussi que en réaction à une recommandation du FBI par rapport à certaines vulnérabilités, il expliquait que le chiffrement de bout en bout, notamment via un VPN, qui est très courant sur un ordinateur sur Terre, est assez peu compatible avec les systèmes spatiaux du fait de la grande distance entre le satellite et la Terre, et ça génère souvent des grandes pertes de paquets de données. Absolument. L'essentiel en ce moment des travaux, on parlait de la normalisation, c'est sur l'établissement de ce qu'on appelle l'UNANET. Donc c'est l'Internet sur la Lune et plus tard sur Mars. Et donc effectivement, les enjeux sont clairement du VPN sur la Lune. L'astronaute a besoin d'une consultation en télémédecine. Comment on va assurer la confidentialité de la consultation? Comment ça va transiter par des opérateurs de l'UNANET? Et là, il faut aller vite. La course à la Lune, elle est vraiment lancée par les Américains avec Artemis. Les consultations pour les premiers prototypes sont en cours. Je vous laisse les consulter pour vous rendre compte de la quantité de spécifications de sécurité qu'il y a dans les spécifications initiales de l'UNANET. Alors, ce ne seront pas des VPN quantiques? Non, j'ai vu la crème quantique, alors je me disais, sur la Lune, on doit au moins faire du VPN quantique. Et outre les segments sol et finalement la problématique des sécurités des transmissions, quels sont les autres types d'attaques qu'on peut imaginer quand on prend l'aérospatiale? Alors, on est un peu comme tout le monde, la numérisation de tous nos métiers et de toute notre chaîne de valeur. Pour utiliser le terme supply chain, mais c'est clairement le problème, c'est que les acteurs établis dans le domaine spatial ou dans le domaine aéro, maintenant c'est la même chose, sont protégés, et donc c'est la myriade de sous-traitants qui sont parfois, et c'est pas une fausse image, parfois c'est des petits prestataires qui font une pièce, qui en font quelques-unes par an et qui sont dans un hangar en Occitanie. C'est comment on protège cela pour se protéger nous-mêmes, parce que de toute façon maintenant tout le monde est connecté, tout le monde a des échanges et on a des interfaces. Donc là c'est la vulnérabilité actuelle et qui est souvent, notamment quand on rajoute là-dessus la couche d'externalisation sur la conception des systèmes d'information qui servent à piloter tout ça. Ce qui est mal perçu aussi, c'est le modèle partagé de responsabilité cyber entre l'opérateur et le concepteur de système. On a énormément d'acteurs maintenant dans les piles.
On a celui qui va fournir les stations de communication avec les satellites, mais sur le mode à la demande. On a le segment sol à la demande. On a même le planificateur de mission à la demande. Donc c'est tout un tas d'occasions de mettre ces informations et son savoir-faire dans des systèmes non maîtrisés. Et puis surtout la culture, il y avait une culture. Alors quand il y avait vraiment une dichotomie entre les missions militaires très protégées et les missions scientifiques peu protégées, les missions commerciales avaient compris l'intérêt, mais faisaient le minimum pour que le commerce fonctionne. Maintenant ça change, mais on garde tout de même pour beaucoup d'acteurs une culture scientifique. Et puis en plus, le temps vers l'espace, le time to space a tendance à se réduire parce qu'il y a une compétition forte. Il y a eu beaucoup de capitaux qui ont été investis, donc beaucoup de sociétés qui sont montées. Et maintenant, l'enjeu, c'est d'être le premier dans l'espace parce qu'il va y avoir. On parlait du nombre de pays capables d'atteindre l'espace, notamment en termes de lanceurs. En termes de micro-lanceurs, rien qu'en Europe, il y a énormément de projets. Il est peu certain que tous survivent. Donc l'objectif, c'est de voler, d'être le premier à voler ou dans les premiers à voler. Donc forcément, on prend des raccourcis dans la conception des systèmes. Et ces raccourcis-là ont des conséquences, notamment d'un point de vue cybersécurité. Alors, tu parlais en introduction des différents segments. Est-ce que tu aurais des exemples d'attaques sur les terminaux utilisateurs ? Donc, dernièrement, il y a eu énormément d'attaques sur les terminaux utilisateurs, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Si on remonte quelques années en arrière, il y a de nombreuses entreprises de cybersécurité qui ont identifié énormément de vulnérabilités qui n'étaient pas patchées sur des modems utilisateurs. Donc le segment utilisateur, c'est vraiment le modem qu'on a chez soi pour accéder à Internet. C'est plus ou moins la même chose, avec énormément de vulnérabilités qui n'étaient pas patchées pour des modems qui étaient utilisés parfois sur des zones de combat, pour de l'Internet, de la connexion dans les avions commerciaux, pour de la connexion sur des navires, sur des yachts, pour de la connexion privée pour les particuliers. Donc l'utilisation, elle est assez diversifiée. Donc c'est la société notamment IOActive qui a répertorié de nombreuses vulnérabilités, qui a alerté les entreprises qui fabriquaient ces modems pour les avertir de ces vulnérabilités et parfois même en proposant des solutions. Et au final, à chaque fois, ils refaisaient une analyse et ils voyaient que les vulnérabilités n'étaient jamais patchées. Donc, les entreprises du secteur spatial se fichaient un peu de ces vulnérabilités-là. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on voit de nombreuses attaques qui visent le segment utilisateur. Donc au tout début, quelques heures avant l'invasion russe de l'Ukraine, il y a eu une attaque sur le réseau satellitaire Viasat, qui est une entreprise américaine, dont le réseau était utilisé par l'armée ukrainienne. L'Ukraine n'ayant pas de satellite souverain, c'était sa seule connexion à un réseau satellitaire de communication. Donc ça a empêché l'Ukraine de se connecter, d'avoir une capacité de communication satellite pour gérer sa réponse militaire. Donc ce que les attaquants ont fait, c'est qu'ils ont fait un DDoS sur les modems. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils ont exploité une vulnérabilité sur le segment sol en exploitant une vulnérabilité sur le VPN du segment sol pour rentrer dans le système. Et ensuite, ils ont envoyé un malware wiper qui a complètement effacé les modems utilisateurs. Donc pendant des mois, tous les clients de Viasat étaient privés d'Internet. Et ensuite, dans la guerre en Ukraine, de part et d'autre, les groupes de hackers visaient de nombreux terminaux utilisateurs de satellites russes ou américains. Ok,
Ok, est-ce que tu as des exemples similaires dans le domaine de la sécurité des transmissions? Alors quand c'est en clair, ça doit pas être trop dur. Hein. L'exploitation, il y a plusieurs types d'attaques qu'on peut recenser sur les systèmes satellitaires. Et le premier, c'est on vise les acteurs du spatial. Le deuxième, effectivement, c'est on vise le service satellitaire dont on a parlé. Et le troisième, c'est on exploite le service satellitaire pour autre chose. Et là, il y a un groupe qui avait fait ça, qui avait utilisé donc le groupe Tourla, je suis pas sûr de le prononcer correctement, hein, c'est russe, mais qui avait utilisé des caractéristiques des systèmes de télécommunication, donc les liaisons descendantes, hein, pour cacher du trafic de commande-contrôle, avec des hôtes qui étaient compromis. Donc le principe, si je l'ai bien compris, c'était de spoofer des IP de clients de liaison descendante, et comme de toute façon le trafic il était en clair et il était diffusé à tous les récepteurs, le principe c'était que le serveur de command control reçoive le trafic qui était streamé et puisse répondre de manière correcte par un deuxième lien, donc qui était une liaison terrestre, aux hôtes qui étaient compromis. Donc là c'était assez malin, et en plus donc ça permettait de diffuser de cacher, de dissimuler le trafic, et en plus ils utilisaient une diffusion uniquement sur certains pays d'Afrique, donc en termes de recherche et détection, il y avait peut-être un peu moins de surveillance de la part des chercheurs dans ce domaine-là, et voilà. Donc ça c'était l'exploitation de systèmes spatiaux. On l'a vu quelques fois comme ça, mais l'objectif n'était pas de nuire au système spatial, hein, c'était vraiment d'utiliser des particularités. Après, si on essaye de nuire au système spatial, effectivement, ce qui s'est passé en Ukraine est caractéristique dans plusieurs dimensions, notamment par le fait que c'est une autre capacité commerciale américaine qui est venue à la rescousse et qui a été, elle, par la suite ciblée. Donc c'est Starlink, hein, pour pas les citer, avec plusieurs conséquences, notamment d'être embarqué dans un conflit et de potentiellement pouvoir embarquer son conflit et son pays. On revient à qui est le pays hébergeant, dans le conflit, hein. Il y a eu plusieurs menaces à plusieurs reprises, et puis après, pour les combattants, utiliser des services commerciaux qui sont pas forcément faits pour, ça permettait, pendant un moment ils se sont rendus compte que ça permettait de localiser les combattants ukrainiens, donc qui est une information quand même précieuse pour la Russie. Et deuxième, une autre conséquence, c'était que effectivement Starlink a été potentiellement utilisé pour piloter du drone, donc des armes, et donc on se retrouvait avec des capacités commerciales qui pouvaient être considérées comme des armes, et donc là aussi la Russie a menacé de considérer cela comme un acte de guerre, et donc l'opérateur a dû mettre en place des contre-mesures et d'être en mesure de détecter du trafic de commande-contrôle de drones pour pouvoir couper tout simplement et diminuer ses capacités et les capacités de l'Ukraine dans l'utilisation de son réseau. Il y a eu aussi un autre cas dans ce cas-là, avec c'était des stations au sol, des stations de liaison avec les satellites, donc des stations de poursuite satellites. Donc c'est des antennes en bande S ou bande X. On en a partout un peu sur la planète, notamment proche des pôles, hein, parce que pour les satellites à défilement, ils passent souvent près des pôles. Et donc là, comme ça, on maximise notre couverture. Il y a un réseau de stations russes qui a été victime d'un ransomware. Et là aussi, la Russie, le président de l'agence russe Roscosmos a fait une déclaration en disant que son pays considérait que c'était un acte de guerre aussi, et que les représailles pouvaient venir. C'était cet été, je sais pas ce qui est devenu des stations. Donc là, on est aussi dans de l'enjeu. Enfin, on perçoit tous que le spatial est maintenant indispensable à nos sociétés, mais on voit qu'il y a une dimension conflictuelle qui était jusque-là assez, j'allais dire, cachée. Et je reviens rapidement à l'exemple avec Turla. D'un point de vue matériel, est-ce que ça coûte cher de faire ce type d'attaque, ou en fait finalement avec quelques centaines d'euros potentiellement je peux arriver à faire le même type de manigance?
Alors, c'est quelques centaines d'euros effectivement, hein, c'est du DVB, donc une carte d'extension pour un PC, ça fonctionne très bien. Clémence a cité les travaux de James Pavure. James Pavure, c'est quelques centaines aussi, une antenne et un récepteur. L'avantage aussi, c'est de la radio définie par logiciel, c'est que on fait énormément de choses et on en embarque nous aussi maintenant dans nos systèmes télécoms, et avec les vulnérabilités que ça implique, et avec notamment maintenant de l'étude et de la conception de contre-mesures pour protéger, donc on parle de pare-feu en radio définie par logiciel, en SDR, des pare-feux SDR pour pouvoir protéger les sous-systèmes qu'on embarque dans nos véhicules maintenant. Et pour compléter, si je me souviens bien, l'attaque de Turla, elle a duré 8 ans. Donc avant que les opérateurs ne remarquent l'attaque et réagissent. Et ensuite, dans le cadre de l'expérience de James Pavure, pour se rendre compte un peu de la menace, il a analysé 18 satellites de communication et il a récolté 1 téraoctet de données en 1 semaine. Et c'était principalement des données en clair, avec des données personnelles, des copies de passeport, des certificats Covid, des formulaires de douane, des mots de passe et identifiants en clair. Donc, encore récemment, cette menace était tout à fait faisable très facilement avec très peu d'argent et un petit peu de connaissances en informatique. Tu disais qu'il y avait beaucoup de propriétaires encore. Mais bon, moi je vois bien dans tous les systèmes embarqués, il y a de moins en moins de propriétaires et de plus en plus sur étagère. Mais qu'est-ce qui fait que finalement les satellites se font encore très très peu attaquer alors qu'ils tournent autour de la Terre ? Ça reste, c'est pas un sport de masse. Les satellites, en fait, maintenant, ils tournent sous Linux et globalement, on est passé d'architecture Spark à ARM et on est en train de regarder le RISC 5. Globalement, c'est quand même les protocoles de commande contrôle des satellites. Ils sont spécifiés, mais il y a quand même il y a des plugins Wireshark, donc pour qui a du trafic démodulé, on peut jouer, on peut regarder, mais il y a quand même, il faut déjà les antennes Bandez Bandix, ça peut faire quelques mètres de diamètre, donc c'est pas non plus du matériel, et puis en plus il faut que ce soit asservi pour les satellites de défilement. Quand on parle de quelques centaines d'euros, c'est pour généralement du géostationnaire, faut pas que le satellite bouge. S'il bouge, il faut du pointage précis, encore que ça, il y a du matériel qui est disponible, mais là ça devient un peu plus compliqué. Et après, il faut discuter avec le satellite, il faut établir la communication, et il y a quand même globalement souvent de l'authentification et du chiffrement. Ça devient relativement courant. Et donc c'est pour ça qu'il y a quand même une barrière à l'entrée. Ensuite, il y a peu d'attaques physiques contre les satellites parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui se voit et ça génère des débris, et donc ça peut porter également préjudice à l'attaquant. Donc on a plutôt des rapprochements en vue d'écoute, brouillage, aveuglement, on a déjà évoqué ces scénarios-là. Et il reste quand même plus facile d'attaquer, si on veut attaquer un satellite, de l'attaquer quand il est au sol en conception, ou quand c'est une constellation, il va y en avoir des milliers. On a toujours un moment où il y aura du matériel au sol qui peut être visé, donc ça reste plus simple avant le lancement, ou en passant par le segment de contrôle sol, parce que l'avantage c'est que quand on est au sol, on a généralement beaucoup du boulot de communication qui est déjà fait, on a des données de couches hautes qui sont disponibles, et c'est beaucoup plus intéressant pour l'attaquant parce que ça concerne la mission, ça concerne le fonctionnement de la plateforme, plutôt que des couches intermédiaires réseau qui sont relativement propriétaires et qui sont utilisées que dans le domaine spatial. Ouais, mais finalement, on a vu des appareils biomédicaux infectés dans leur chaîne de développement. Alors, il a fallu un temps infini avant qu'on s'aperçoive que le code avait été falsifié. Donc finalement, il pourrait y avoir des satellites qui tournent aujourd'hui avec du code malfaisant d'un attaquant.
Absolument, ouais, c'est des scénarios qui sont envisagés. Les satellites, généralement, ils tournent sous Linux. On a des noyaux temps réel, mais globalement, les distributions, la NASA a une distribution qui est grand public. Nous, notre ligne de produits LVC Ugène, elle est aussi, l'objectif, c'est qu'aussi elle soit utilisée, donc elle est distribuée. Et donc, ça permet de faire des proof of concept, parce que pour l'instant, des attaques qui volent, c'est compliqué, mais il y a plusieurs papiers scientifiques qui démontrent sur notamment la distribution de la NASA, un concept de ransomware au sein d'une constellation. Donc oui, on peut toujours... la bombe logique et l'infection, c'est d'une constellation ou d'un véhicule seul, c'est le scénario qui est envisagé. Ça a d'ailleurs été démontré dans le cadre de la conférence ISAT, avec le concours Hackesat, où... Hackesat, c'était la DEFCON. Mais sur SciSat, il y a eu un concours du laboratoire volant de l'ESA. On a fait un épisode sur ces sujets-là à nos limites. Oui, absolument. Ouais. Et donc l'équipe qui a remporté dans le cadre de SciSat, l'équipe qui a remporté a tout simplement utilisé des exploits de désérialisation Java pour pouvoir faire une escalade de privilèges sur un satellite. Ils étaient utilisateurs légitimes, ils y ont monté des expériences qui étaient codées dans un cadre qui leur avait été donné par l'ESA. Ils étaient surveillés par l'ESA, c'était voulu, c'était l'objectif du concours, mais oui, c'est des vulnérabilités tout à fait standards et c'est tout à fait reproductible ce qu'ils ont fait. Mais ils sont passés par le sol. Pardon. Il y a des programmes de bug bounty ou des choses comme ça qui existent pour tester la sécurité, ou des tests d'intrusion vraiment spécifiques avant des lancements Absolument, mais c'est pas facile. Alors, nous, on a, en tant qu'agence, évidemment, on met en place des programmes. On a des programmes de bug bounty sur les systèmes sol, et on est en train de mettre en place. On a fait dernièrement un challenge cybersécurité où on a des systèmes orbitaux où on a invité les sociétés intéressées à nous soumettre des idées. On a sélectionné les 5 dossiers les plus prometteurs et les 2 premiers ont eu une petite rallonge financière pour pouvoir aller au bout de leur idée. On va commencer les développements en janvier, et dans ces idées-là, il y a des grands thèmes. Il y a le thème toujours de la crypto et de la protection des communications. Ça, c'est l'établissement de clés de session. Tout ça fait partie des sujets traités. Il y a de l'intelligence artificielle et de l'autonomie, parce que le satellite, on communique pas toujours avec lui, donc s'il est attaqué et puis de toute façon le temps de réaction est lent, donc il faut qu'il puisse se mettre en sécurité, se débrouiller. Donc ça, c'est un sujet. L'autre sujet, c'est évidemment le test de système critique en toute sécurité. On ne sait pas simuler tout, donc on a besoin de représentativité, notamment du matériel, parce que le matériel, il est limité en capacité. On a de nombreux composants qu'on utilise au sol pour la sécurité, par exemple les TPM qu'on a dans nos PC, ça n'existe pas pour un satellite. On n'a pas de composants qui résistent aux radiations, donc faut qu'on fasse autrement. On fait avec du FPGA, on fait avec des choses comme ça, mais ça a des conséquences sur le débit et sur les opérations, et donc la représentativité en simulateur, elle est nulle. Donc il nous faut ce matériel-là, et la question, c'est comment on raccorde un satellite à un environnement de bug bounty en toute sécurité, et comment on s'assure que c'est fait dans des conditions, acceptables. Donc ça, l'objectif, c'est d'avoir une campagne fin d'année 2024 avec des chercheurs qui viendront au CNES pour attaquer un satellite. Voilà. Il y a donc dans le cadre de conférences, donc la DEFCON l'a fait 5 fois, SciSat l'a fait 1 fois, 2, mais la première ils l'ont pas publiée parce que c'était concomitant avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc ils ont pas publié les résultats. Donc ça se fait, et en bug bounty, il y a eu aussi une agence spatiale au Moyen-Orient qui a organisé sur invitation. Ils ont fait venir une centaine de chercheurs, je crois, qui ont travaillé pendant 1 semaine sur un satellite. Il y a aussi des startups qui commencent à créer des digital twins, des répliques numériques, pour pouvoir faire du bug bounty, pouvoir faire des exercices cyber, et aussi coupler les exercices cyber avec des exercices tabletop, des simulations sur les processus entre acteurs, entre opérateurs, fabricants, États, sous-traitants, etc.
parce que souvent, il y a les vulnérabilités dans le système, mais parfois, il y a aussi certains exemples que ces entreprises peuvent donner. C'est il fallait la clé de la chambre où il y a de la pièce où il y a le serveur et ils ne retrouvaient plus la clé ou ce genre de choses. Donc ça fait partie aussi des exercices à mettre en place pour les opérateurs, savoir à qui rapporter une attaque quand il y en a une, à quelle autorité publique, sous combien de temps et que faire en cas d'attaque. Ça, tout de suite, c'est pas légiféré. Enfin, je veux dire, il y a un cadre juridique là-dessus ou tout de suite, c'est vraiment le flou, on se fait hacker, on sait pas exactement à qui le reporter? Alors, c'est assez lacunaire, notamment au début de la guerre en Ukraine. Beaucoup d'opérateurs ont un peu paniqué parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient être visés et qu'ils ne savaient pas du tout quel était le processus en cas d'attaque à suivre. Donc certains pays, et notamment la France, généralement où les agences gouvernementales vont contacter les entreprises du secteur spatial et établir des liens avec eux pour qu'il y ait un dialogue et en cas d'attaque qu'il y ait un canal de conversation ouvert, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc il n'y a pas forcément de règles juridiques précises pour ça. Après, il y a des règles juridiques pour les cyberattaques en général et au bout de tant de temps, il faut déclarer la cyberattaque aux autorités gouvernementales. Mais il n'y a pas de règles spécifiques pour le secteur spatial. Est-ce qu'il peut y avoir des règles indirectes? Parce que le droit applicable utilise en général des termes très génériques. Il parle de système de traitement automatisé de données, ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il n'y a pas par effet de bord des choses qui pourraient s'appliquer aux satellites? Et en fait, est-ce qu'il y a de la jurisprudence déjà dans les cas de... je sais pas, est-ce qu'il y a déjà eu des collisions en vol? Est-ce qu'il y a déjà eu des cas d'espionnage avérés et autres qui ont conduit à des escalades juridiques ou des conflits entre assureurs? Enfin, je sais pas comment sont assurés les satellites, s'ils le sont, mais souvent c'est dans ces cas-là qu'il y a une investigation qui est lancée, quoi. Oui, c'est assez... Le cadre juridique, le droit spatial est très très limité. Ça tient principalement au droit spatial international avec le traité de l'espace de 67 qui énonce des principes premiers. Donc, c'est pas vraiment... Il mentionne pas d'innovation technologique, il ne mentionne pas la cybersécurité. C'est assez logique puisqu'en 1976, ça n'avait pas forcément lieu d'être. Donc c'est vraiment des principes premiers. Il n'y a pas du tout de notion de sécurité des données dans le traité de l'espace ou dans le droit spatial international. En revanche, dans les lois spatiales nationales, il pourrait y avoir l'intégration de règles de cybersécurité, mais encore une fois, l'intégration de la cybersécurité, elle est très limitée. La grande majorité des lois spatiales nationales en Europe ne mentionnent absolument pas la cybersécurité. Il n'y a pas du tout de règles. Il n'y a pas besoin de prouver un certain niveau de cybersécurité ou d'appliquer certains standards pour obtenir un permis de lancement. Donc, c'est assez limité. En revanche, il y a une avancée dernièrement, c'est l'adoption de la directive NIS 2 au niveau de l'Union européenne, qui reconnaît le secteur spatial comme une infrastructure critique. Donc en France, on dit opérateur d'importance vitale, et impose des règles cyber beaucoup plus strictes, des règles pour déclarer une attaque aux agences gouvernementales. Et donc ça concerne les opérateurs au sol européen. Donc c'est une directive, donc ça veut dire que les États membres vont devoir l'adapter à leur droit national. Donc à voir comment cette implémentation va se dérouler, cette implémentation va se dérouler dans le secteur spatial pour s'adapter aux contraintes spécifiques au spatial qu'on a mentionnées juste avant. Et là, on aura déjà un cadre beaucoup plus strict. Et ensuite, en 2024, la présidence belge du Conseil de l'UE, normalement, devrait présenter la loi spatiale européenne, parce que pour l'instant, il n'y a pas de loi spatiale européenne.
Et vraisemblablement, des mesures cyber devraient être intégrées. En tout cas, ils ont réalisé différentes consultations et ils ont été intéressés par le fait d'intégrer des mesures cyber. Mais pour l'instant, le texte n'a pas encore été présenté, donc c'est difficile de dire à quel point elles seront strictes et contraignantes pour les opérateurs. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions en perspective sur les aspects réglementaires ? D'une certaine manière, différents outils qui ont été adoptés au niveau de la cybersécurité par l'Union européenne peuvent s'appliquer au secteur spatial, même si elles n'ont pas été créées pour. Donc, par exemple, la toolbox diplomatique qui permet de prendre des sanctions contre des individus ou des groupes qui ont mené des cyberattaques. Elle peut tout à fait être employée en cas de cyberattaque contre un satellite. Ok, puisqu'on parlait des perspectives, est-ce qu'il y a d'autres perspectives en matière d'évolution, par exemple, normative ? Alors, effectivement, la croissance du secteur fait qu'il y a de nombreux acteurs, on l'évoquait en introduction, qui s'intéressent désormais au secteur spatial, l'ISO, l'I3E et d'autres. On va avoir bientôt des architectures de référence qui sont pour la sécurité, destinées à la sécurité et qui vont concerner les segments qu'on a évoqués, donc le bord, le sol, les utilisateurs. Ça, c'est ce que doit produire l'I3E. Côté CCSDS, on travaille toujours sur l'adoption des nouveaux protocoles qui vont arriver en post-quantique et en léger, en crypto légère. Ce qui est important aussi de voir, c'est que de plus en plus de pays publient des guides de cybersécurité spatiale. Donc il y a pas longtemps, la NASA a sorti le sien, qui est un guide très complet. En Allemagne, l'équivalent de notre agence nationale SSI a sorti aussi deux standards qui sont très intéressants pour cadrer un peu les aspects commerciaux, enfin les systèmes spatiaux commerciaux. On peut aussi, il y a des publications, ça commence à arriver. On travaille à des choses. Il y a la loi sur les opérations spatiales en France qui embarque dans sa nouvelle version, qui sera applicable en avril, des exigences cybersécurité pour les opérateurs. Ça, c'est le point. Alors, ça sera pas un grand gap et c'est pas une révolution non plus pour les pratiquants en cybersécurité ou les experts en cybersécurité, mais l'avantage, c'est que ça accompagne et ça permet d'établir des guides de bonnes pratiques et de diffuser la bonne parole ou les bonnes recommandations aux opérateurs, et donc de faire progresser le secteur, hein. L'objectif étant vraiment de ne pas créer un secteur spatial au pied d'argile, et donc de pouvoir rester au standard on évoquait le dispositif SAIV, donc secteur d'activité d'importance vitale du SGDSN, c'est de rester dans ces notions-là d'importance pour la société et de rendre le service à nos sociétés et à nos citoyens. D'un point de vue technologique, il y a pas mal de R&D. On a évoqué les évolutions en crypto, la manière de faire la cybersécurité, les technos dont on a besoin notamment pour gérer les technos embarqués dans les satellites en termes d'autonomie, de détection, parce qu'on est relativement bon à protéger. On est encore assez mal outillé côté satellite pour la détection. On est obligé de rapatrier au sol et de faire la détection au sol. Un satellite, on n'a pas de DR comme on peut l'avoir sur nos postes de travail. On n'a pas de DR embarqué. Ça, il faut qu'on y travaille. Donc il y a ça, et puis on est là plutôt sur la phase aval, hein, la détection et la réaction, hein. L'attaque elle aura lieu, donc la différence c'est comment on y réagira, mais il y a aussi un enjeu énorme de connaissance de la menace, de modélisation, de diffusion et de partage de la connaissance. Donc il y a une création. Alors ça fait quelques années maintenant aux États-Unis qu'existe le Space Isaac, Information Security Analysis Center, qui est établi dans le Colorado, qui regroupe une communauté internationale d'opérateurs et d'industriels intéressés par le sujet, parce que maintenant tout le monde a une stratégie spatiale, donc il y a énormément d'acteurs dedans. Et il y a un excellent épisode de No Limit Sécu pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un ISAC.
Exactement. Et donc on va avoir un ISAC européen sur le sujet, à l'initiative de la communauté européenne et de USPA, l'agence spatiale européenne, qui va être établie. Donc l'appel à candidature a eu lieu là au mois d'octobre. Donc on va avoir un EU Space ISAC pour se rapprocher un peu de notre continent. Et pourquoi pas des initiatives nationales. On a vu énormément de CERT sectorielles se créer. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut observer avec des communautés d'échange, de partage. Les travaux progressent. On n'est pas encore. Mais qu'est-ce qui vous manque dans la cybersécurité spatiale ? Il vous manque des gens ? Il vous manque des solutions ? Il vous manque quoi ? Il y a une chose que disait Grégory Falco, qui est un prof à l'université de Cornell. Il disait qu'il y a un manque de connaissances et de coopération dans la cybersécurité spatiale parce que les personnes qui sont en charge de la cybersécurité des programmes spatiaux, souvent, c'est des personnes qui viennent du monde cyber et qui font très bien leur travail, mais qui n'ont pas forcément une compréhension totale des vulnérabilités d'un système spatial et d'un programme et d'une mission spatiale de manière générale. Et ça crée souvent des trous dans la raquette. Et il explique qu'il y a beaucoup de composants qui n'ont pas forcément d'équivalent terrestre. Et il prend l'exemple des Star Trackers, par exemple. Et comme ce n'est pas des systèmes qui sont sur Terre, dans d'autres systèmes terrestres, il y a très peu de connaissances sur la cybersécurité de ces systèmes-là. Donc, ils ne bénéficient pas de la connaissance générale en cybersécurité. Voilà, donc il y a un manque de connaissances. De formation. Il y a un manque de formation. Il y a très peu de modules cybersécurité, notamment dans les écoles aéro. Si on regarde les cursus, même au niveau européen, nous on fait des cours, mais c'est relativement récent qu'on ait accès à des étudiants et que les étudiants s'intéressent. On a une thèse, par exemple, on a eu un sujet de thèse et on a eu énormément de mal à avoir des candidats qui. Il faut persévérer. Regarde le temps qu'il a fallu pour qu'on intègre la cybersécurité dans les écoles d'informatique. Je veux dire, on parle en dizaines d'années. Ok, alors justement, pour revenir sur la thématique du spatial, est-ce que vous souhaiteriez apporter le mot de la fin ? Venez travailler dans le spatial. La cyberspatiale, c'est quand même des enjeux d'une grande hauteur. Oui. Et on dit que les étoiles, ça rapproche. Effectivement, dans le domaine déjà du spatial, il y a énormément à faire. C'est un domaine très dynamique actuellement. Et de la cybersécurité spatiale, il y a tout à faire. Et on peut vraiment travailler sur des projets très différents. Alors, ça peut être vrai pour plein de secteurs, mais c'est sûr qu'on peut travailler sur un rover martien, on peut travailler sur des applications essentielles, notamment à notre défense. Donc en termes d'enjeux et de technologie, on peut à peu près tout voir. Et puis il y a peu de secteurs qui ont un champ exploratoire aussi large, c'est-à-dire que en termes de propositions et de possibilités, globalement, moi j'ai jamais trouvé une écoute aussi grande sur la proposition et sur l'opportunité, mais au sens, j'allais dire au sens noble, en termes de développement, en termes programmatiques. On voit Ariane, le lancement. On a très peu parlé de lancement, mais c'est un sujet important. On espère Ariane 6 début d'été. 6e génération de lanceurs. Ça a fait. Il y a des générations d'ingénieurs qui se sont penchés sur ces problématiques-là. Et ça reste, je trouve quand même assez passionnant comme aventure et comme enjeu et comme opportunité. Oui, le secteur spatial, c'est un des rares secteurs où même au plus bas de l'échelle, on est obligé de comprendre les enjeux économiques, industriels, technologiques, militaires, scientifiques, juridiques. Et ça fait que ça en fait un job passionnant. Bon, eh bien, Clémence, Julien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.